à tous, bienvenue sur techartgeek.com, vous regardez Pop Comics l'émission, votre nouveau rendez-vous dédié à la pop culture. Ici même, nous parlerons cinéma, séries TV, bande dessinée, on aura des interviews, des reportages et plein d'autres surprises. On commence maintenant avec le sommaire de l'émission. Aujourd'hui, dans la première de Pop Comics, The Place to Be, le Teach Drink and Draw. Les Mystérieux Étonnants vous conseillent Hiver nucléaire. Nous vous présenterons le coup de cœur de notre partenaire Momi Librairie. Nico présentera sa rubrique La leçon de rattrapage pour néophytes. Enfin, la chronique cinéma et si j'allais voir. Si vous êtes fan de bande dessinée américaine, c'est à Clermont-Ferrand qu'il fallait être le 27 septembre. Monsieur Goran Sudzuka, dessinateur entre autres de Wonder Woman et de Y le Dernier Homme, était sur place. L'association Clermont Culture BD 63 a invité ce dessinateur pour une journée de dédicaces, de rencontres et de bonne humeur. Le 27 septembre, Goran Sudzuka était à Clermont-Ferrand. L'artiste était invité une journée entière au pays des volcans pour le Teach Drink and Draw. En début d'après-midi, le public clermontois peut profiter de l'expérience de Goran lors d'une conférence, une masterclass où l'artiste parle de son travail, de ses débuts, ses projets et de la façon dont il aborde son art. La journée se poursuit avec une séance de dessin. La météo parfaite a permis à Goran Sudzuka de s'installer en plein air. Les dessins ainsi faits seront tirés au sort et offerts aux participants de la journée. Pour finir cette journée sous le signe du comics, tout le monde se retrouve au Drop Zone, un bar-restaurant, et échange autour d'un verre sur les comics. Le prochain invité est déjà annoncé, ce sera Davide Gianfelice le 13 décembre 2014. Tous les mois, les Mystérieux Étonnants, nos amis venus du Québec vont nous parler de leur coup de cœur. Oh. Salut, c'est Benoît des Mystérieux Étonnants. Et Jake. Des Mystérieux Étonnants aussi, ouais, ben oui. Aujourd'hui, on vous parle d'une bande dessinée qui est sortie ici au Canada. On parle de Hiver nucléaire de Caroline Brault, disponible dans la collection Anticyclone, édité chez Front Froid. C'est à peu près 20 $ canadiens. Beaucoup de références à Montréal dans cette bande dessinée-là. En fait, Montréal est un personnage. On est dans un futur qui est presque immédiat, en fait. Et Montréal est recouvert de neige après un incident nucléaire. Et on suit un personnage qui s'appelle Flavie. Et ce personnage-là est en fait une livreuse. Elle livre des choses à travers Montréal, tout en suivi de neige. On retrouve des mutants, des créatures. Et comme dans le vrai Montréal. Comme dans le vrai Montréal, mais un petit peu plus différent. Plein de petites références québécoises super intéressantes, mais je pense qu'il peut être quand même accessible aux Européens. Oui. Puis même, il y a du langage, il y a des expressions québécoises là-dedans, mais justement, c'est ça qui fait le charme. Oui, exactement. Donc, c'est un petit univers dans lequel elle va explorer, dans lequel elle nous tient un peu, je dirais pas par la main, mais qu'elle va nous amener, en fait, dans ses périples. Et je pense que c'est une belle initiation, en fait, à la bande dessinée de genre, mais la bande dessinée de genre particulièrement québécois. Même pour les gens qui sont ici, qui sont fans de bande dessinée au Québec, je pense que c'est quelque chose qui devrait être un must, que tous les gens devraient lire, en fait. Donc, jetez un coup d'œil, c'est disponible en fait aussi en Europe. Vous pouvez le commander à partir du site de Front Froid. Ou vous pouvez venir au Québec pour l'acheter. C'est ça. Puis si vous venez, en France. payez une bière, puis là, vous partez avec la BD aussi que vous avez payé. C'est ça. Donc, jetez un coup d'œil, c'est le fun. Notre partenaire, la librairie Momi, nous propose chaque mois un coup de cœur. Aujourd'hui, elle nous a permis de rencontrer la talentueuse Chiaki Miyamoto, qui a sorti son nouvel ouvrage, Le perroquet de l'empereur, aux éditions Nobidobi. Le 11 octobre dernier, la librairie Momi a organisé sa première séance de dédicace dans leurs nouveaux locaux. C'est l'illustratrice japonaise Chiaki Miyamoto qui s'est prêtée au jeu de la rencontre avec ses lecteurs. Je suis venue en France en 2000 pour faire une école s'appelle École Émile Cohl, qu'on trouve à Lyon. C'est une école de l'art plastique. Et j'ai voulu faire, déjà depuis le début, j'ai voulu faire le livre pour les enfants. Au Japon, j'étais graphiste, donc je faisais autre chose. Et là, quand j'ai découvert l'univers pour les enfants, j'ai envie de faire ce métier. Présentant son livre Le perroquet de l'empereur, la course folle à travers le Japon des serviteurs animaliers du souverain afin de récupérer le perroquet impérial qui s'est échappé. Un ouvrage ludique permettant d'en apprendre plus sur la culture japonaise.
En particulier la langue, car toutes les bulles sont traduites. Je ne suis pas habituée de faire des dessins très détaillés, je fais plutôt des dessins simples. Mais pour ce livre, ils m'ont parlé de chercher un wally, on cherche des perroquets. À la manière d'un Où est Charlie, nous pouvons également nous amuser à rechercher le fameux perroquet. Nico nous rejoint pour sa rubrique La leçon de rattrapage pour néophytes. Politiquement incorrect et humour noir sont au rendez-vous. Aujourd'hui, Genndy Tartakovsky. Oui, mesdames, messieurs. Putain. Oh mon Dieu. Ah. Bon, quoi que les gens disent, ne les crois pas. Et si le téléphone sonne, tu décroches pas. Putain, mais qu'est-ce que tu as fait? On va encore avoir des emmerdes comme avec le père de la petite? Moins de chancé, mieux tu te porteras. Putain. Et Swazig, il est où? On n'attend rien de lui, hein. Depuis qu'on a fait l'intro de la dernière vidéo, il est devenu trop bizarre. Bonjour, bienvenue sur Tag. Aujourd'hui, je vais vous parler de Genndy Tartakovsky. Né en Russie, sa famille fuit l'Union soviétique à l'âge de ses 7 ans et atterrissent à Chicago. Là, il découvrit émerveillé les comics Marvel et surtout Star Wars. Dans cette pop culture que le jeune geek grandit et s'épanouit, à tel point qu'il en fait partie prenante. Il y a qu'à voir ses œuvres, c'est complètement imprégné de pop culture. Et on sent bien que c'est naturel, à aucun moment il se force, un peu à la manière d'un Edgar Wright. Passionné par l'animation, il intègre dès que son âge lui permit le Cole Art Institute, fondé en partie par Walt Disney où étudiait déjà Tim Burton. Et c'est lors de ses études qu'il se fit remarquer quand il diffuse son court-métrage de fin d'études, qui parle d'un jeune laborantin qui se fait emmerder pour sa grande sœur, qui a plus ou moins les traits de caractère de son grand frère. Dès lors, son style est posé, affirmé et déjà multiréférentiel. Les studios Hanna-Barbera, super intéressés par le génie en devenir, diffusent le court-métrage du laboratoire de Dexter. Ah oui, parce que c'était le laboratoire de Dexter, hein, le court-métrage en fait. Et lui en commande 2 autres. Suite à ça, Cartoon Network en fait une série qui deviendra immédiatement culte avec le succès qu'on lui connaît. Ça va, les mecs, pour son premier coup d'essai, travaille par la suite en tant qu'assistant animateur sur la série Les Tiny Toons, produite par Steven Spielberg. Il supervise, produit et même réalise quelques épisodes de la génialissime série qui est soi-disant faite pour des enfants mais qui est regardée que par des adultes, dont Guillermo del Toro qui rendra hommage dans Blade 2. C'est les Super Nanas. Parle des Super Nanas. Et il est aussi directeur artistique du film, qui a bien entendu fait un bide, puisque ses comptes Warner l'ont marketé pour des enfants de moins de 4 ans, alors que comme je l'ai dit plus haut, il s'adresse plutôt à des trentenaires. Et alors, on peut bien concilier les deux âges. Moi hier j'étais à une soirée, il y a... Running gag et références liées à la pop culture sont évidemment présents dans cette série. Bon, jusqu'à présent, vu que tout ce qu'il a fait c'est des collaborations, mis à part ses courts-métrages, son nom est surtout connu dans le milieu professionnel. Le grand public ne va cependant pas tarder à le connaître avec sa première vraie série. Moi en tout cas je le connais de là. Et je pense que c'est ce qu'il a fait de mieux. Enfin c'est à débattre, hein, parce qu'avec la série dont je vais parler après... il y a moyen de... Tu tambour. Je veux bien sûr parler de Samurai Jack. La série met en scène Jack, un samouraï qui a pour quête de vaincre Aku, le plus dangereux démon du monde. Bon, ça c'est le pitch de base. Mais ce qui est vraiment important dans la série, c'est la mise en scène et l'imagerie qu'elle renvoie. Elle mélange putain de bien amené de comics de super-héros, de Conan le barbare, de films de Shambara et d'arts martiaux, de la SF à la métal hurlant, du Ridley Scott, du Fritz Lang, du Sergio Leone, du Frank Miller. Samurai Jack est un rêve éveillé pour tout fanboy en manque de postmodernisme. C'est de toi ça ou c'est de... Certains épisodes n'ont presque pas de dialogue et par sa mise en scène et son découpage, il en fait des putains de chefs-d'œuvre. Grâce à cette série, les critiques voient en lui, à raison, le futur du cinéma. Et c'est clairement pas sa production suivante qui va les contredire. Bon, j'ai déjà parlé de la mini-série Clone Wars lors de ma vidéo sur Star Wars, donc je m'étendrai pas dessus. Mais juste regardez là, quand vous verrez tomber des gouttes de pluie sur un sabre laser, quand vous verrez la peur dans les yeux d'un chevalier Jedi se sachant condamné, et quand vous verrez Anakin sombrer petit à petit vers le côté obscur, jouer de mieux en mieux son rôle de Kyra, pour qu'on lui dise voilà tu fais plus partie de la MIFA d'en bas, c'est dingue mais c'est comme ça. Sache qu'ici, pas plus qu'ailleurs, la survie est un combat, fait de coups bas, d'esquives, de... Et ben quand vous aurez vu tout ça, vous comprendrez que la vraie suite d'Empire Strikes Back, c'est une série d'animation. Après ça, on parla de lui en tant que réalisateur, pour l'adaptation de l'Astro Boy de Tezuka, pour la suite de Dark Crystal, on parla de lui chez Pixar, et plein d'autres trucs. Framboisier, miné, je vous ai préparé une cassonade de Carcassonne. Mais c'est avec Hotel Transylvania, des studios Sony, qui produiront Tempête de boulettes géantes 1 et 2, Big Up, Caroline Renaud, Sissi, la famille, tout ça, qui fait ses premiers pas au cinéma en tant que réalisateur. Le film conte le conte du comte Dracula. Dex. Aïe. Les otakus sont au taquet. Propriétaire de l'hôtel Transylvania, hôtel 5 étoiles pour monstres.
Momie, zombie, vampire, monstre de Frankenstein, tout ça. Histoire d'amour entre sa fille et un humain, différence, idées préconçues, tolérance, tout ça. Le film est plutôt bien, mais pas transcendant. Et j'ai un petit problème avec la fin, un peu gnangnan. Mais bon, ça va, il est pas mal. Et surtout, il a été bien accueilli aussi bien par la critique que par le public. Et ça, du coup, à Genji, ça lui donne du crédit, c'est cool. Depuis, le cinéma fait souvent appel à lui en tant que storyboarder, comme pour Iron Man 2 par exemple. Il revient à la télé en 2010 avec une nouvelle série en tant que créateur, superviseur et scénariste. Cette série, c'est Symbionic Titan. Yana, princesse de son état, Lance, soldat protégeant cette dernière, ainsi que Octus, robot à l'intelligence supérieure, sont contraints de fuir leur planète attaquée par des créatures, les Mutradi. Ils arrivent sur Terre et doivent alors se fondre dans la masse. C'est avec ce pitch de base pas du tout original que Genji va pouvoir renouer avec ses combats titanesques et ses scènes d'action démesurées, tout en centrant intelligemment l'histoire sur la relation fusionnelle qu'entretiennent les trois personnages entre eux, et les rapports qu'ils ont avec notre propre culture, en distillant comme à son habitude par-ci par-là des éléments pop culturels. Et en plus il y a des mechas. Pour l'instant j'ai vu que la saison 1, je suis pas sûr qu'il y ait une saison 2, je crois que la série est finie d'ailleurs. Et c'est vraiment cool. Il est maintenant sur le nouveau projet de Sony, le film d'animation Popeye, tiré du comic strip Le Théâtre de Poche, ou Le Théâtre du dé à poudre, qui plus tard sera rebaptisé Popeye. Le film est attendu pour 2015, et on va entendre de plus en plus parler de lui vu qu'il a signé avec Sony un contrat à long terme visant à développer ses propres projets. Et à l'instar d'un Brad Bird, il va pouvoir jongler entre les projets de commande de Sony et ses propres projets. Aura-t-il le même succès que ce dernier? Arrivera-t-il vraiment à sortir ses propres projets? Se fera-t-il corrompre par Sony? Et est-ce que les cunicultrices sont lesbiennes? Ça, seul l'avenir nous le dira. Dans la rubrique cinéma, et si j'allais voir, je vous parle du second volet de Sin City, J'ai tué pour elle. En 2005, Robert Rodriguez sortait un premier volet, c'était frais et du jamais vu. Un casting 5 étoiles pour une adaptation d'un chef-d'œuvre de Frank Miller. Sin City's where you go in with your eyes open. Eva Green en Avalord, en femme fatale, ça ne marche pas du tout. Elle exagère son jeu, elle parle lentement, c'est insupportable. Par contre, elle passe tout son temps à poil. Là, pour le coup, ça fait diversion sur ma partie 2 et 3, le scénario et la réalisation. She betrayed me. Kill him. For power and profit. You've made me a very rich woman. Le scénario, Frank Miller, le papa de Sin City, on pouvait s'attendre à quelque chose de grandiose, à un chef-d'œuvre. Bon, certes, J'ai tué pour elle n'est pas forcément le meilleur chapitre de Sin City, mais ça se veut fidèle et c'est pas forcément une qualité. Le scénario manque de rythme. Le début commence pas trop mal, ça finit un peu bizarrement, et le milieu, c'est une succession de scènes qui ne servent à rien. Need your help. Needs going up against a lot of guns. I'm gonna kill Rourke. Kill me in. Pour la réalisation, on ne peut pas l'enlever à Robert Rodriguez. C'est beau, c'est même très beau, et c'est trop beau. L'ambiance moite et malsaine du premier opus ne se retrouve pas dans ce volet. You never thought we'd stand a chance against the most powerful man in the state. Maybe I'll go crazy. Les acteurs surjouent, on ne retrouve pas le charme d'il y a 9 ans. Et pourtant, le casting n'a rien à envier au premier film. En conclusion, ce film n'est pas très bon. Je ne vous conseille pas d'aller le voir, gardez vos sous, à part si vous voulez voir Eva Green à moitié à poil pendant 1h42. Vous venez de regarder Pop Comics l'émission, j'espère que cette première émission vous a plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain avec André.